compte. Merci encore. Merci à vous. Je pense que notre frère Zaga Bambo, bienvenue. Est-ce que tu as un mot à ajouter avant qu'on commence la séance des questions? Moi, j'ai juste tout ce que j'ai à dire, c'est de féliciter Monsieur Olympio parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter parce qu'on sent beaucoup de sagesse dans la CEDEAO à fermer les yeux sur les problèmes du Togo. Et en même temps, on voit aujourd'hui ce régime qui dit, voilà, qui tente de rentrer dans l'AES. Et en même temps, il y a aussi d'autres personnes qui disent que Faure Gnassingbé est le membre fondateur de l'AES non affiché. Donc j'aimerais savoir s'il a quelques connaissances sur ce sujet. Merci. Alors, ce que je peux affirmer, c'est ce que tout le monde voit de toute façon, la grande proximité entre le pouvoir togolais, la diplomatie togolaise, avec les régimes des pays de l'AES. Il y a une très grande proximité, c'est une évidence. Le ministre togolais des Affaires étrangères a été décoré, je crois, au Mali, si je ne m'abuse. Il y va régulièrement également. L'imbrication est aujourd'hui très forte. Et cette imbrication n'a pas commencé avec la création de l'AES. C'était déjà bien avancé avant même que l'AES ne soit mise sur pied. Et donc, on peut parfaitement comprendre et imaginer que ces choses-là, le régime togolais n'a pas été très loin de leur mise en place. Et ne fût-ce que dans les discussions qu'on a pu avoir en ce moment. Mais allez-y, finissez. S'il vous plaît, allez-y. Alors, donc, ne fût-ce que dans les discussions qu'il y a pu y avoir, on peut l'imaginer, que la sortie des trois pays de la CEDEAO, eh bien, n'a pas échappé aux Togolais, aux autorités togolaises. D'accord? Et donc, je pense que cette proximité très étroite est de nature à se poser légitimement des questions sur le rôle que le Togo a pu jouer dans la mise en place de cette institution. Maintenant, d'autres ont certainement plus d'informations et disent qu'ils sont même membres fondateurs. En tout cas, la situation suscite de grandes interrogations qui vont dans ce sens. De grandes interrogations. D'accord. Est-ce que c'est réaliste qu'on puisse penser ça, qu'il soit un des membres fondateurs de l'AES? Je dis que l'interrogation est légitime quand on voit la proximité qu'aujourd'hui, et ça fait quoi? Ça fait à peine 1 an que l'AES existe, hein? À peine 1 an. Et donc, ce n'est pas encore une organisation solide sur ses pattes. C'est une organisation encore en construction. Et n'oubliez pas que le Togo a participé à des manœuvres militaires avec les pays de l'AES. Avec le Tchad aussi, si je ne m'abuse. Donc, la proximité, elle est très, très étroite. Et donc, l'interrogation sur le rôle que le Togo a pu jouer dans la mise en place de l'AES, c'est une interrogation tout à fait légitime. Et la question que je me pose, ils continuent à pomper ce qu'ils peuvent de ce régime-là. Donc, ce qui est certain, c'est que les Togolais sont foncièrement opposés à leur régime, au régime qui est ici. Et ils se battent, et ils continuent de se battre. Et nous devons continuer cette lutte-là de manière déterminée et sans s'asseoir jusqu'à ce que nous puissions mettre un terme au régime qui fait souffrir les Togolais. C'est la motivation que nous devons tous avoir, c'est le moteur qui doit nous pousser chaque jour. Et je voudrais vous rappeler, et je vais m'arrêter sur ça, que en 1990, lorsque la jeunesse togolaise s'est levée pour dire non à l'arbitraire, c'est la même énergie qui nous anime aujourd'hui et qui nous pousse vers l'extérieur, qui nous pousse vers l'avant. Nous devons donc faire en sorte d'être des héritiers de ce qui avait été fait en 1990 et faire notre part pour que les générations futures n'aient plus à mener ce combat-là.
Merci. Je vais passer la parole à Kossi Le Tourbillon pour poser sa question. Je vais juste vous demander d'avoir des questions courtes et ensuite après, la réponse, on vous descendra, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Kossi. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous me recevez? Oui, mais de très loin. Il faut vous rapprocher du micro. Ah, ok. Je salue vraiment le grand combattant Nathanaël Olympio. Ma question est de savoir, voilà, nous sommes dans une situation très claire au Togo et notre Nathanaël, le combattant, eux, ils sont sur le terrain. Est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui quelle est la force minimale de leurs actions sur le terrain et qu'est-ce qu'ils entendent de la diaspora pour pouvoir construire quelque chose autour de ce que eux ils ont construit sur le terrain pour aboutir à cette lutte. Parce que nous voulons quand même savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain au niveau des leaders, au niveau des structures démocratiques et combattantes sur le terrain, parce que c'est ça, on doit essayer de pouvoir coordonner nos actions. Donc voici ma question. Merci. Merci Kossi. À vous. Très bien. Question précise, réponse précise. Je pense que sur le terrain aujourd'hui, les capacités d'action sont très limitées parce que le régime a mis des obstacles partout. Même pour organiser une conférence, c'est la croix et la bannière. Je vous le dis entre parenthèses, ça fait 2 mois que nous cherchons à organiser une conférence débat pour faire un bilan sur les 20 ans de gouvernement de Faure Gnassingbé. Aucune structure n'a voulu mettre à notre disposition sa salle. Finalement, cette conférence débat va avoir lieu le 24 avril, c'est-à-dire jeudi prochain, dans un espace privé. J'espère que nous allons pouvoir largement diffuser sur les réseaux et je vous invite à suivre. Sur le terrain, je pense que, ne fût-ce que parce que le régime aujourd'hui jette en prison des gens comme Affectio parce qu'ils ont fait un poème, jette en prison des jeunes parce qu'ils ont fait une vidéo TikTok. Mais c'est bien la preuve que les actions sur le terrain, aussi minimales soient-elles, ça porte des effets. Et c'est pour ça qu'il faut encourager, il faut maintenir la pression. Maintenant, c'est vrai que sur le terrain également, il y a un éparpillement des forces. Mais un éparpillement des forces, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, parce que c'est le peuple qui a la force. Même si les dirigeants, les leaders éparpillent leur force, mais il revient au peuple togolais de clarifier les choses. Il y a des opposants, des gens qui se disent opposants et qui sont nommés sénateurs par le chef de l'État. Il y a des gens qui se disent opposants et qui sont élus avec des voix du pouvoir sénateur. D'accord? Donc, il y a nécessité de clarifier. Et la clarification ne peut venir que du peuple togolais. Pour ce qui nous concerne, nous qui partageons les mêmes aspirations, c'est-à-dire avons les mêmes objectifs et qui avons la même compréhension de la manière dont la lutte est conduite, eh bien, nous devons être ensemble. C'est ce que nous avons commencé à faire au sein du Front Touche pas ma Constitution. Et ce mouvement-là doit aller en s'agrégeant de tous ceux qui partagent la même vision que nous. Maintenant, à l'extérieur, je veux dire la diaspora. La diaspora, malheureusement, a toujours été considérée comme une pompe à finances pour l'opposition togolaise. Et c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur fondamentale. Et je pense que la diaspora a des capacités qui vont au-delà de sa capacité de financement. C'est la réflexion, c'est la compétence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de grandes compétences dans la diaspora. C'est le réseau dont ils disposent. C'est aussi la nécessité de travailler en symbiose avec ceux qui sont sur le terrain, dans la conception des choses. Je pense que si nous prenons tous ces atouts-là et que nous mettons ça ensemble et qu'on en tient compte de manière, je dirais, dans la simplicité, dans l'humilité, nous pouvons construire une force. Nous pouvons construire une force à laquelle rien ne résistera. Mais pour y arriver, il faut de la sincérité, il faut la vérité. Nous devons tenir le langage de la vérité au Togolais. Merci. C'est une question très claire. J'ai répondu en partie et je vais préciser ma pensée. Je disais que l'opposition togolaise
les forces pro-démocratie, nous devons asseoir notre crédibilité. Nous devons asseoir notre crédibilité. Et c'est cette crédibilité-là qui ouvre les portes à l'extérieur. Je vous donne un exemple. Nous avons vu les images circuler, je crois, 48 heures de Soro Guillaume qui était en compagnie du président John Mahama du Ghana. D'accord? Je n'ai pas beaucoup vu des leaders togolais reçus par des chefs d'État de la sous-région ou d'ailleurs. Nous devons nous rendre dans une position où notre crédibilité nous impose aux chefs d'État. Notre crédibilité doit nous imposer à ce qu'on nous accorde l'attention qu'il faut. C'est le point de départ. Si nous n'avons pas cette force-là, eh bien, on ne va pas nous donner la considération que nous méritons. Mais c'est une première étape. L'étape de la crédibilité doit être renforcée par le soutien populaire. Si votre peuple, si le peuple togolais porte le projet et porte la vision, mais ceux qui incarnent cette vision-là seront considérés avec respect et avec toute l'attention qui s'impose. Voyez-vous, la Banque mondiale, on venait de le dire tout à l'heure, le FMI vient de prêter 390 millions de dollars au gouvernement togolais. N'oubliez pas que la Banque mondiale, le FMI, c'est une banque. C'est une banque, donc son activité est de prêter de l'argent pour gagner de l'argent. Son activité n'est pas destinée à, je dirais, à défendre les Togolais. Non, ce n'est pas leur premier job. Donc, il faut que nous-mêmes, nous intensifions nos actions pour qu'on puisse densifier notre statut. Et c'est ça qui permettra qu'à l'extérieur, on nous donne la considération qu'il faut. Merci beaucoup. Et pour terminer, Monsieur Alto Togo, vous avez quelques secondes pour poser votre question et ensuite on finit. Merci, allez-y. Merci. Je dois remercier tous ceux qui suivent cette émission, ceux qui sont dedans et ceux qui n'ont pas la chance d'être dedans maintenant, mais qui suivent. Monsieur Nathaniel, derrière Alto Togo, c'est-à-dire les actions pour la libération du Togo, c'est Kwasi Clousset. Nous nous sommes déjà vus au moins une fois à Washington, D.C. Vous avez fait, si vous étiez médecin, un grand diagnostic du problème togolais. Et je vais utiliser cette analogie pour dire que, et si je vous ai bien suivi, si j'ai bien compris votre intervention ce matin, eh bien, le Togo, notre pays, est en train de saigner. Et il y a urgence. Notre pays est malade, est à la salle d'urgence. Et apparemment, selon moi, le médecin spécialiste, à savoir le président de la République, n'est pas à l'écoute. Donc notre pays est malade, continue de saigner. On l'a amené à la salle d'urgence et on cherche le médecin en vain parce qu'il est sur d'autres fronts. S'il n'est pas en RDC, il est dans le Sahel. Alors moi, je vais vous faire une proposition. Et c'est en fait une question, vous allez me dire comment vous voyez la chose. Je pense qu'aujourd'hui, je ne parle pas de révolution populaire, mais parce que le président ne semble pas à l'écoute du peuple, on peut comprendre qu'il n'attend pas, il ne sait pas ce qui se passe dans le pays. Est-ce qu'il serait possible, aujourd'hui où nous avons les instruments qu'il faut pour faire des lives, comme ce que vous faites actuellement, et où tout le monde entier peut suivre une démarche que vous allez faire à l'endroit de ce président. Est-ce que c'est pas possible que le front ne touche pas à ma constitution, appelle les Togolais à faire une demande au président, mais alors à aller au palais et lui demander ouvertement, sans armes, on a les drapeaux blancs, on lève la main, on ne vient pas pour le tuer. On veut juste lui faire savoir, nous, population souveraine, ce que nous pensons qu'il doit faire maintenant que notre pays saigne. Est-ce que vous ne pourrez pas nous faire cela, aller organiser une marche
sur le palais de la présidence et le broadcast, comme on dit, live, pour que nous on suive depuis les États-Unis, pour qu'on appelle la Maison Blanche. Je suis pas loin de la Maison Blanche. Je vous ferai cet honneur-là d'aller avec le live à la Maison Blanche le jour-là, que le monde entier suive, que les Togolais veulent aller demander à leur président, Monsieur le Président, notre pays est malade, faites quelque chose. Si vous ne pouvez pas, alors partez. Est-ce que vous croyez que cette démarche est possible, Monsieur Nathaniel? Alors, je ne vais pas vous dire ce que je crois, je vais vous dire ce qui est. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de manifester au Togo. Encore une fois, c'est pour ça que Affectueux est en prison. C'est pour ça que les jeunes TikTokers sont en prison. En revanche, je pense que la colère que les Togolais ont dans le cœur aujourd'hui et la manière dont ils ruminent leur frustration, je suis persuadé que les Togolais n'ont pas besoin de mots d'ordre. Je suis persuadé que les Togolais ont besoin de voir que des leaders ont une vision claire et savent où ils veulent aller. Et si ça passe dans l'opinion des Togolais, je suis persuadé qu'un jour, et ce jour-là vient, où un événement va se produire, je ne sais pas lequel, et cet événement-là va être un élément déclencheur de l'expression populaire. Et je ne suis pas sûr que ce soit simplement à la demande de tel ou à la demande de tel, mais ça va être l'expression des Togolais. C'est à ça qu'il faut être à l'écoute, de ça qu'il faut être à l'écoute, et c'est ça qu'il faut regarder de près. Et pendant ce temps-là, il faut que nous continuions de faire ce travail que nous sommes en train de faire, de sensibilisation, d'explication, de mobilisation également, et jusqu'à ce que ce qui doit se produire se produise de l'initiative des Togolais eux-mêmes. Merci. Alto Togo, c'est bon, ok, parfait. Écoutez, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Écoutez, on vous passe la parole pour conclure, si vous le voulez bien. En tout cas, je pense qu'on a tenu le temps qu'on s'est donné et on vous remercie encore infiniment pour avoir accepté l'invitation et d'être venu nous éclairer, nous apporter, vous nous éclairez notamment sur votre idéologie, votre stratégie, et nous espérons que, comme vous l'avez annoncé vous-même, que nous allons voir bientôt, prochainement, une synergie d'action entre les différents mouvements de lutte au Togo. Donc merci beaucoup. À vous le dernier mot, Monsieur Nathaniel. Alors, d'abord, c'est avec un grand plaisir que j'ai passé ces moments. Et je voudrais d'abord vous féliciter, parce que moi, je suis un homme de pensée. Et ce que vous faites là, c'est une étape indispensable à la lutte. Cet échange-là, qui réunit des Togolais à travers le monde. Parce que c'est en échangeant, en se comprenant, en s'expliquant que nous pouvons arriver à des compréhensions communes. Et quand on a la même compréhension des choses, généralement, on n'est pas loin d'avoir les mêmes approches des solutions. Donc, je voudrais sincèrement vous féliciter et vous encourager à poursuivre. Moi, je serai toujours disponible à faire cet exercice-là. Je le fais avec beaucoup de plaisir. Au-delà de ça, je pense que aujourd'hui, ce sont les jeunes qui s'emparent de la lutte. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre, que les jeunes ne s'intéressent plus à la politique, vous démontrez que vous vous intéressez à la politique. Et cette relève-là, il faut maintenir la flamme. Il faut maintenir la flamme. Et il faut appeler tous les leaders pour qu'ils viennent s'exprimer. Vous devez demander des comptes aux leaders. Que les gens vous disent pourquoi ils font ce choix et pourquoi ils font tel autre choix. S'ils refusent de venir, vous allez prendre acte. Mais je pense que c'est un exercice indispensable auquel on doit se livrer. Et pour terminer, je dirais simplement que aujourd'hui, ça fait 10 ans que je répète la même chose. 10 ans. C'est long, mais en même temps, je crois qu'il faut également ça pour que les Togolais comprennent que nous étions dans une voie sans issue. Et les Togolais l'ont compris le 29 avril dernier.
La prochaine étape, qu'est-ce que c'est? La prochaine étape, c'est de transformer ce refus d'aller aux élections. C'est de le transformer en moteur d'action. Et ce moteur d'action, c'est simplement la capacité de dire au régime, de dire nous ne sommes pas d'accord, de le dire ensemble, de le dire le même jour, d'être dans le même espace pour le dire, simplement d'être ensemble pour le dire. C'est ça le dernier défi qui nous reste à mener. Nous n'avons pas des armes et nous n'avons pas besoin d'avoir des armes. Je le dis clairement également parce que je sais que ce sont des idées qui traversent l'esprit des Togolais en désespoir de cause. Nous n'avons pas besoin d'armes et nous avons déjà suffisamment d'atouts entre nos mains. Les atouts que nous avons, c'est notre nombre. Nous sommes des Togolais, nous sommes 9 millions de Togolais et c'est une minorité qui est accaparée. Donc, continuons cette sensibilisation, continuons à prophétiser, oui, parce qu'il faut croire en ce en quoi et ce après quoi on court. Nous y croyons, il faut prophétiser cela et il faut être certain et persuadé que le changement va arriver et il arrivera par l'action que nous menons, par l'engagement qui est le nôtre dans la sincérité et dans la vérité. Merci à vous tous. Merci Ferdinand, je voudrais te remercier également particulièrement parce que tu as fait un laïus sur moi, je ne m'y attendais pas, parce que je ne cherche pas de gloire, je dis les choses avec mon cœur. Milaway et Djitri, voilà, et c'est vous qui m'avez amené sur ce plateau, et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à m'inviter encore une prochaine fois. Du courage à ce que vous faites et je vous souhaite bon vent. Merci. Merci à toi, monsieur Nathaniel Olympio. Voilà, on se donne rendez-vous prochainement. Voilà, nous n'hésiterons pas à vous à réinviter à revenir, décortiquer l'actualité politique avec nous. Merci, on se dit au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Bientôt. Voilà, on vient de finir.